Bonsoir, ici Michel Goyer et bienvenue à l'émission La Tablée politique. Au menu ce soir, nos panélistes exposeront leur point de vue sur un seul sujet important, la menace de Trump sur les tarifs douaniers. Il me fait plaisir de vous présenter à nouveau mon panel. Marie-André Bonneau, Charles-Éric Gionnet, Ramez Ayoub et une nouvelle venue comme panéliste, Linda Lapointe, qui est avant tout une femme d'affaires et aussi une femme impliquée politiquement dans la région. Elle a été députée provinciale de Groux de 2007 à 2008 et par la suite, elle a siégé comme députée fédérale dans la circonscription de Rivière-des-Mille-Îles au sein du Parti libéral du Canada de 2015 à 2019. Bonne émission. Le dossier des tarifs douaniers risque de paver la voie à une guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada. Cette instabilité économique provoquée par la menace tarifaire va venir perturber autant nos entreprises d'ici que celles à l'extérieur du Québec. Conséquemment, il faut s'attendre à des milliers de travailleurs licenciés. Notre région ne sera pas exemptée pour autant, car plusieurs entreprises de la région des Laurentides exportent leurs produits aux États-Unis. Alors, bienvenue, Linda, de se joindre au club des panélistes comme tel. Alors, je vais débuter avec ma première question. On sait que Donald Trump, version 2.0, parce que c'est son deuxième mandat, veut dominer le monde. Alors, comment Trump va-t-il agir et, selon vous, quelles sont vos appréhensions là-dessus? Bonjour. Bonjour. Alors, il n'a pas vraiment changé de personnalité. C'est un intimidateur. Ouais. Il pousse les gens en premier, il essaie de les mettre à terre pour après commencer à négocier. Puis c'est la façon qui a fonctionné jusqu'à date, par la crainte, par la peur. Ouais. Il semble encore utiliser la même méthode. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont ajouté? Bien, tout à fait. Mme Lapointe, vous avez tellement raison. C'est déjà fait, c'est ce qui est installé. Mais j'ai l'impression que ce qui se passe actuellement, puis on l'a vu avec les décrets du 20 janvier, c'est que le président Trump teste déjà la capacité ou l'étendue de ses pouvoirs. On l'a vu avec un décret au niveau du droit à la citoyenneté américaine à la naissance. Bon, il a décidé de s'attaquer à ça en disant, bien, attendez, on va amender ça selon le statut du père, statut légal de la mère. Puis, bien, il y a un juge fédéral qui l'a rabroué en disant, écoute, c'est pas gris, c'est blanc ou noir. T'es né aux États-Unis ou t'es pas né aux États-Unis? Donc, déjà là, tu peux pas aller jusque-là avec tous les lubies que tu as, tous les idées que tu as. Donc, je pense que on est en mode, je vais voir à quel point je peux contrôler le jeu politique, à quel point je peux dominer l'entièreté des politiques américaines pour les 4 prochaines années à venir. Mais c'est inquiétant quand même. C'est pas... Très inquiétant parce que les gens réagiront pas nécessairement tout de la même façon. Si on parle du Canada, puis si on parle du Québec puis des Laurentides, je veux dire, ça a un impact sur nos vies, ultimement nos entreprises, mais les travailleurs. Je veux dire, on est craintifs. Puis là, semblerait que les tarifs entreraient en vigueur au 1er mars. Mais là, comment, lesquels, qu'est-ce qui va être touché? On va avoir un impact. Est-ce que ça va toucher les produits? C'est ça, mais il faut voir plus les détails avant de réagir. Il faut quand même voir qu'est-ce qu'il va réellement faire. Fait que là, on est dans l'incertitude. C'est ça qui est embêtant. C'est exactement ce que les entreprises et le marché d'affaires redoutent et détestent, l'incertitude. Ouais. Alors, puis Trump, bien, il le sait, il vient de là. Ouais. Et, bien, comme tu le disais, il y a un petit peu le côté intimidation, gestion du chaos. Ouais. Alors, on teste. Lui, il déstabilise, il teste, il lance des idées, puis il signe. Là, il signe des décrets. Là, c'est toujours assez... Bon, je ne sais pas quelle image, mais bon, on montre sa signature et tout ça. OK. Ben, en bout de ligne, c'est-à-dire ça touche des économies, ça touche... En premier lieu, les premiers touchés vont être les citoyens américains. Tout à fait. Et ça, il faut qu'ils le réalisent, puis ils ne le réalisent pas encore, malheureusement. Les médias ont un gros côté à faire, un gros travail à faire là-dessus, parce que ce qu'il va faire pour l'impact au Canada va se refléter immédiatement aussi chez les travailleurs américains. D'autant plus qu'ils reportent au 1er mars. Donc, il y a de la pression des entrepreneurs américains, pas juste la diplomatie canadienne. C'est sûr que c'est important, là. Mais en tout cas, je pense que les gens d'affaires américains doivent mettre beaucoup de pression, et son entourage, évidemment. Là, fait que je vais laisser Marie-André
de poursuivre? Mais en fait, en ce moment, il y a une délégation canadienne qui fait des représentations à Washington. Ce que je trouvais intéressant de souligner, c'est que ce sont une représentation canadienne vraiment des municipalités, du monde local, donc vraiment des enjeux de terrain. Ça se passe présentement, donc quelle va être l'issue de cette représentation-là, on ne le sait pas encore, mais assurément, il faut essayer de garder le cap là, dans ces incertitudes-là, puis dans cette instabilité-là là, qui fait peur à toute une économie. Est-ce qu'il va frapper fort, selon vous, même s'il reporte au 1er mars l'application de ces mesures? Ce qu'il va annoncer par rapport à ce qu'il va frapper fort pareil pour... Bien, j'ai l'impression qu'il est un intimidateur. Donc, un intimidateur, des fois, ça ne va pas jusqu'au bout de ce qu'il fait. Ce qu'il cherche à faire ici, c'est de créer une insécurité. Assurément, ça fonctionne là, pour le moment. Moi, j'ai de la misère à saisir à quoi il joue. Là, on peut avoir toutes les allégeances politiques possibles, mais il demeure quand même une personne intelligente. Donc, dans quel but, dans quel objectif il est en train de créer tout ça? Moi, je pense ardemment qu'il est en train de créer vraiment un impact négatif au Canada, là, puis consciemment. Vraiment, il joue avec l'économie, il joue avec les valeurs. Donc, j'essaie de réfléchir à pourquoi il est en train de faire ça. On le saura probablement jamais, mais moi, je me dis, il y a quelque chose qui est passé quand même sous silence là, dans les dernières semaines. C'est toute la montée de la crypto-monnaie, la valeur de la crypto-monnaie. Le Bitcoin, à lui seul, a monté en valeur de 50 %. Donc, il y a toute une économie alternative en dehors des autorités financières qui est en train de se créer en ce moment. Puis, on va se le dire, là, les investisseurs de cette économie-là, qui est sans frontières, sans loi, sans loi fiscale, sans contrôle, même. J'oserais dire que la plupart des personnes qui ont investi dans cette économie-là faisaient probablement partie de l'investiture de M. Trump. Donc, je me dis, qu'est-ce qu'il est en train de faire avec cette insécurité-là là, au niveau du marché canadien? Il est en train d'essayer de créer de l'insécurité pour créer une économie alternative. Donc, c'est ces questions-là que je me pose. Là. Votre question, c'était, veut-il dominer le monde? Va-t-il frapper fort? Va-t-il frapper fort? Est-ce qu'il veut investir, il veut aller chercher des investissements en mettant des tarifs sur tout ce qui va être importé pour attirer les investissements aux États-Unis? C'est peut-être ultimement ça, c'est de recréer d'autres, d'avoir plus d'industrie, d'avoir plus d'investissements de capitaux. Mais en faisant peur, bien, les gens, si tu as une entreprise qui est aux États-Unis puis au Canada, ils vont dire on est peut-être mieux de mettre nos pieds à terre aussi aux États-Unis pour éviter d'avoir des tarifs puis de vendre de là. Mais nous, ça nous affecte ici. Ça nous affecte parce que ça va faire que... Elle l'avait fait. Je ne sais pas s'ils ont continué à Plattsburgh. Novabus, il était à Plattsburgh aussi. Il était aux deux endroits. C'était pour éviter ça aussi. Exact. Mais je veux dire, nous, ça nous aide pas, là. Non. En même temps, il dit quelque chose, puis il dit son contraire. Hein? Il dit, on va mettre des tarifs, puis tout ça c'est un moyen assez rapide d'éponger une partie du déficit budgétaire. Il y a des spécialistes qui parlaient d'un 20 % de récupération de nouvel argent. Mais en même temps, il dit qu'il veut baisser les impôts des plus riches. Et ça, qui va payer ça? Mais c'est ses citoyens, ses propres citoyens qui vont acheter des produits plus chers pour finalement avoir une baisse d'impôts pour les ultra-riches. Alors là, est-ce que réveillez-vous? Moi, ce que je dis aux Américains, c'est réveillez-vous. Faites quelque chose. Selon toi, Ramez, est-ce qu'il va mettre des tarifs douaniers sur l'ensemble des produits? Évidemment, du Canada. Il va mettre des tarifs sur un ensemble de produits qui lui fait le moins mal possible. Comme le pétrole, il ne le fera pas? Bien, le pétrole va certainement faire très mal s'il le fait. Et là, ça sera à nous de voir quelle colonne vertébrale on a pour voir est-ce qu'on imposera malgré tout des tarifs, même s'il ne le fait pas. Premièrement, il faut voir qu'est-ce que ça va être vraiment, à quoi il va s'attaquer vraiment. Parce que l'aluminium, c'est un de ses chevals de bataille préférés, de mettre des tarifs sur l'aluminium puis l'acier. Mais je veux dire, le consommateur américain, il consomme beaucoup de boissons gazeuses puis de bière en canette. Ça va les affecter. Je veux dire, ultimement, puis c'est dans le commerce de détail. Mais là, on parle des produits de consommation. Mais je veux dire, tout dans la construction des voitures, je veux dire, on va prendre les avions. L'acier, ça va partout, là. Ce que ça donne comme impression, c'est qu'il y a beaucoup de gens autour de Donald Trump qui
lance des idées, lance des concepts, s'imagine que c'est la meilleure solution. Je vais citer le président Trump à son adresse inaugurale qui dit on va taxer, au lieu de taxer nos citoyens pour enrichir les autres pays, on va taxer les autres pays pour enrichir nos citoyens. C'est la recette miracle, c'est le nouveau pain tranché, c'est simple, les tarifs, les taxes vont nous enrichir. J'ai eu la meilleure idée, personne n'avait eu avant moi. Si on regarde la nomination d'Howard Lutnick, qui est le nouveau secrétaire au commerce, qui dit c'est simple, ça va être tout. Les produits canadiens, c'est simple. Okay. Je pense que c'est des individus qui lancent des idées en s'imaginant ça, c'est le remède à la sécurité, aux emplois, aux hausses du coût de la vie. C'est simple, c'est une mesure, je vais tout régler, ça va être simple. Sur le plancher des vaches, les résultats ne seront pas ceux-ci. Donc là, il va y avoir réajustement, mais je pense que c'est de lancer des ballons comme ça, puis de se dire, peut-être les gens vont y croire, c'est une menace qui va avoir de l'impact. Le domaine de l'automobile, Détroit, puis la frontière, comment il se passe en ce moment, comment il va jouer ça? C'est là le lobby qui va ça va être très compliqué parce que la chaîne logistique est tellement intégrée entre deux pays qu'on ne peut pas se libérer, même avec un mois d'avis, 2 mois d'avis. C'est-à-dire ça va se faire sur du moyen, long terme et les impacts vont être insoupçonnés. Alors, c'est pas une baguette magique imposer des tarifications comme ça dans des domaines, l'aéronautique, les voitures et tout ça. Là, on dit, parler en l'air, c'est-à-dire il y a des slogans, puis on ne gouverne pas avec des slogans. Là. Si c'était simple, ça serait déjà fait. Ouais, OK? Si c'était simple, c'est pas avec un slogan que tu vas être capable de résoudre ou avec une solution que tu vas résoudre des économies aussi interreliées. Puis on est aussi avec le Mexique. Je veux dire, le Mexique, on n'en parle pas, mais l'ALENA ou l'ALENA 2.0, c'est les 3 pays ensemble. C'est pas vrai que ça va mal. Là. Je veux dire, il y a des bonnes relations d'affaires. Autant les Basses-Laurentides, on vend au Mexique, eux nous vendent ici. Puis il y a l'accord. Est-ce qu'il veut, dans le fond, devancer l'échéancier de l'accord Canada, États-Unis, Mexique? C'est tout ça sa stratégie, au fond, qui cache? Puis qui... Si c'était parce que là, il joue là-dedans. Là. Si c'était ça, c'est pas mauvais non plus là, de renégocier. C'est-à-dire, toute forme de contrat, on renégocie. Puis, comme je disais tout à l'heure, le marché haït l'incertitude. Une fois qu'on a renégocié quelque chose, les règles sont claires pour tout le monde. Puis, on vit avec. Mais là, présentement, là, c'est le chaos, c'est l'incertitude totale. Les investisseurs, imaginez-vous, là, je parlais avec quelqu'un de l'exportation, un spécialiste d'exportation, puis il me dit, écoute, tout est bloqué. Tout le monde est en attente, là, parce que qui veut investir, que ce soit dans les Basses-Laurentides, que ce soit à Montréal ou au Canada, à plus grande échelle, tout le monde arrête. Ça doit être on attend. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux savoir où est-ce que tu t'en vas avant d'investir ton argent. Tu veux savoir, est-ce que tu veux aller aux États-Unis, justement, mettre une branche de ton entreprise aux États-Unis, ou tu veux rester ici? Qu'est-ce que tu vas faire? Fait que ça a un impact sur... ultimement, ça a un impact sur nous autres. Charles-Éric, toi qui es dans le domaine économique, qu'est-ce que tu entends au niveau des entreprises de la région ici? Exactement la même chose que mon confrère sur le panel ici. La prévisibilité du marché, actuellement, c'est ce qui encourage les entreprises à investir en disant, c'est le fun, les relations sont depuis de longue date, ça fonctionne comme ça, les fournisseurs, les clients, tout. Mais là, il y a un peu de ce nuage noir-là, puis les entreprises se disent, là, si j'ai de l'argent à investir, où je vais l'investir? Est-ce que je vais l'investir à déménager mon entreprise aux États-Unis? Je vais l'investir à consolider chez nous puis à me trouver d'autres marchés. Là, il y a point d'interrogation partout. Puis là, les gens se disent, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est des menaces? Est-ce que c'est pour forcer... Là, on ne parle pas de négociation de nouvel accord de libre-échange, mais ça va être une imposition de nouvelles doctrines de libre-échange. Qu'est-ce qui va se passer? Puis là, les téléphones sonnent partout, puis c'est de valeur, mais on se trouve un peu... moi, c'est ce que je parle avec les confrères. On a l'impression d'être au début du mois de mars où on se dit, il y a quelque chose qui s'en... mois de mars 2020, où il y a quelque chose qui s'en vient avec la pandémie. On va avoir à gérer de l'incertitude, d'une crise économique, une crise sociale. Il va falloir trouver des solutions. Qui a une bonne idée? Personne ne sait quoi faire parce que personne ne s'était attendu à ça. Personne n'avait un plan de match. Mais là, on a la même chose. On sait que ça s'en vient. On sait qu'il y a quelque chose, mais par quel bout le prendre? Est-ce que ça va être aussi pire que ça? Est-ce que c'est encore au stade de menace? Au moins, on l'a déjà eu en 2005. Oui. On l'a déjà eu un 4 ans avec lui. Puis on dirait que présentement, pour ne pas parler de Donald Trump, on dirait qu'il est allé encore plus rapidement.
il agit plus rapidement que lorsqu'il était arrivé. Ah, il agit vite. Là, il agit vite, puis là, il recule souvent aussi depuis le début. Mais en tout cas, il y a toujours son air d'intimidateur tout le temps. Mais oui, il y a des gens autour de lui. Oui, il y a des gens autour de lui. Puis, je veux dire, il y a tout, comme tu parlais tantôt, des gens qui sont autant dans le commerce, autant dans tous les niveaux politiques, qui font de la représentation. Puis quand j'étais là, en 2016, j'étais sur le comité du commerce international. Puis on visitait en équipe les swing states, les États pivots, là. Puis on allait rencontrer les vis-à-vis pour leur expliquer 38 États des États-Unis, on est leur plus gros client. Alors, il faut que ces gens-là, les décideurs, les élus, autant ceux qui sont dans l'aéronautique de l'autre côté de la frontière ou dans l'automobile, faut qu'ils sachent qu'on est leur gros client. Tu peux pas faire n'importe quoi avec nous autres, puis tu peux pas nous brasser de même tout le temps. Fait que c'est sûr que Trump, il peut dire des choses, mais après, tu as tous ceux qui sont autour de lui qui disent « pense-y bien comme faut, là ». Juste pour revenir à la région des Laurentides, quel secteur qui serait touché le plus? L'aéronautique? Définitivement, tout le secteur de l'aéronautique, notamment Mirabel, va être impacté. Ouais. On n'y échappera pas. On a quand même... Il y a Airbus qui est un gros joueur, là, qui est quand même un consortium européen qui, lui, va se dire « qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais demain? » Il y a Bell Textron qui, lui, est quand même une compagnie américaine qui vient du Texas, qui peut se poser la question en disant, écoutez, je ne sais pas si vous avez oublié les entreprises américaines qui sont de l'autre côté de la frontière. Là, si on lit le document, c'est tout ce qui va revenir. Puis nous, on a l'acier qui vient d'ici. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le plan? Moi, j'ai l'impression que ça a été écrit rapidement. Il y a beaucoup de choses qui sont lancées, mais il y a des téléphones qui vont se faire, puis il y a de la pression qui va être mise pour être vraiment certain qu'on n'affecte pas, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain au complet en disant « ça y est, ça c'était la meilleure idée qu'on a eue ». Mais sinon, l'impact pour le secteur des transports, Basse-Laurentide, c'est un très gros employeur. C'est énorme, là. Ah oui. Packard qui est à Seattle, mais qui a un plan qui est des investissements massifs, un nouveau contrat de travail, qui a une nouvelle ligne de production, qui a des volontés de diversifier sa production pour aller vers, entre autres, l'électrification. Ils ont fermé un quart le soir, apparemment, Packard. Juste avant ça. Tu as quand même des entreprises qui font d'autres fabrications pour l'automobile. Tu as Rofos. Rofos qui fait, tout à fait. Qui font des jantes en aluminium. C'est en aluminium, puis c'est justement pour toutes des pièces d'automobile. Mais tu as eux. Tu as l'agroalimentaire. On exporte dans la transformation agroalimentaire. Les Basses-Laurentides, on est vraiment très représentés dans l'agroalimentaire, la transformation. Et la marge est encore plus petite, j'ai l'impression, vous savez d'en parler, dans l'agroalimentaire, où là, il va falloir rapidement trouver une solution, mais il n'y a pas de solution miracle. Qui va être impacté? C'est le citoyen, c'est le consommateur, mais là... Mais moi, je dirais quelque part... jusqu'à un certain point. Merci à M. Trump. mais quelque part, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut apprendre de la vie. Là, et puis la vie nous indique qu'on n'était pas assez diversifié dans notre économie. Notre économie, c'est beau avoir un très grand joueur, un très grand partenaire, mais là, on se rend compte qu'on est très fragile avec ce partenaire-là. Et puis je fais le parallèle avec la COVID. La COVID, c'était exactement ça. Au niveau des vaccins, au niveau des mesures sanitaires, les masques. On cherchait des masques à tout finir. Puis il fallait se tourner avec la Chine. On s'est dit, tout d'un coup, la Chine est devenue notre... Et alors, on est rendu là. Alors, merci. On se réveille. On se retrouve sur les manches. On trouve des nouveaux marchés. On a fait le marché européen, le Canada-Pacifique. Il y a plein d'autres marchés à développer. Et retirons-nous, ou en tout cas, soyons plus prudents. Vu qu'on s'en va là-dedans, d'après vous, qu'est-ce que le Canada va faire si, il impose les tarifs douaniers comme prévu? Moi, je pense qu'il va y avoir une réponse à la hauteur. À la même hauteur, à la même hauteur. La réponse est préparée, mais je veux dire, tant que c'est pas décrit, ça ne sera pas dit. C'est tenu secret. Mais c'est sûr et certain que ça va être à la hauteur de ce qui va être demandé de mettre au niveau des tarifs. Moi, c'est ce que je lis, ce que j'entends. Et... Je pense aussi, parallèlement à ça, je pense aussi qu'il va y avoir de l'aide financière pour les entreprises. Il va falloir que les gouvernements et fédéraux et provinciaux aident nos entreprises à se soutenir dans ce temps d'incertitude-là. Il va falloir qu'il y ait des mesures d'aide qui soient mises en place au profit de l'économie canadienne, assurément. Mais c'est intéressant aussi, ce concept-là, parce que, rappelons-nous, lorsqu'on était à la COVID, justement, les gouvernements canadiens et provinciaux ont aidé beaucoup. Puis jusqu'à un certain point, il y a même eu des gens qui ont osé critiquer l'aide. Puis là, on revient quand même en disant, mais écoutez, on a besoin d'un gouvernement interventionniste
qui va pouvoir aider les entreprises, aider les consommateurs, parce que là, il y a une problématique non prévue. Ouais. C'était pas même si on savait que Trump éventuellement pouvait arriver, bien là, d'arriver d'autres tarifications, avoir un impact. Créer de toutes pièces une récession, bien écoutez, on est là. Ouais. Alors, oui, mais c'est important, on a des choix. On en a parlé dans les dernières émissions, mais il y a des choix électoraux qui s'en viennent, politiques qui s'en viennent. Ouais. Ils ont un impact, il va avoir un impact tous les jours sur la vie de nos concitoyens. D'autant plus que s'ils reportent au 1er mars, ouais. La course à la chefferie du Parti libéral termine le 9 mars. Exact. Puis on parlait tantôt de programmes. Corrigez-moi, vous avez siégé à la Chambre des communes. Lorsqu'il y a un programme, il y a des programmes où il faut que la Chambre ne soit pas prorogée. Il faut que ça revienne voter. Ouais. Là, le premier, qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? Le vote de confiance va arriver. Il y a toute une succession de... C'est là qu'on va voir les vrais visages. Ouais. Et les vrais visages, c'est qu'il y a des gens qui sont intéressés au pouvoir et rien qu'au pouvoir. Ouais. Ils ne sont même pas capables d'attendre si jamais ils sont intéressés au pouvoir, mais avec le bien canadien, pour le bien du pays, ils sont capables d'attendre, de dire, écoutez, on est dans une situation exceptionnelle. Ouais. J'ai comme ambition, je ne le cache pas, là je parle de M. Poilievre, là, faut pas nommer. J'ai comme ambition d'être premier ministre, parfait, mais présentement, c'est peut-être pas le moment immédiat de pouvoir, on veut se battre tout le monde ensemble, se réunir et se battre tout le monde ensemble. Mais je vous garantis une chose, ça n'arrivera pas. Ouais. Ça n'arrivera pas. M. Poilievre n'est pas là. Non. Il n'est pas là pour le bien du Canada, il est là pour le bien de sa propre... Personne. Oui, la Chambre est supposée d'être rappelée le 24 mars. Oui. Puis lorsque la Chambre elle est rappelée, il doit y avoir un discours du trône. Oui. Ça, c'est un vote de confiance. Donc, tu ne peux pas tout de suite arriver et dire on va mettre en mesure, on va voter des mesures, des programmes. On ne peut pas les voter tout de suite tant que le discours du trône n'est pas fait. Ça vient avec la prorogation. Donc, c'est la première chose qu'il faut faire. Mais là, il faut trouver un... La riposte, c'est des décrets, c'est des règlements? Parce qu'ils peuvent... Oui, ça peut être des décrets, ça peut être administratif, c'est ça? Ça peut être ça. Charles-Éric, je vais quitter le discours du trône pour revenir à... J'aimais beaucoup l'optimisme de notre collègue. Puis on s'entend tous qu'on était trop dépendants. Puis moi, quand on est sorti de la COVID, on s'est dit, ben là, ça va prendre un plan de match. Ça va prendre un plan de match. Puis moi, ce que je me dis, c'est que ça prend un plan de match aussi court terme, comme on riposte, mais ça en prend un long terme aussi. Parce que c'est pas vrai que dans 4 ans, FIU, c'est terminé. On ne sait pas ce qui va se passer non plus. Qu'est-ce qu'on fait pour les 25 prochaines années? Comment on regarde les exportations puis le développement de l'économie du Canada, du Québec? Ça va être qui nos partenaires? Tu sais, on regarde comment Joe Biden a repris les rênes. Bien, il n'a pas nécessairement tout annulé ce que Donald Trump a fait. Il a quand même continué certains tarifs, les semi-conducteurs, les batteries, les véhicules électriques. Bien, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans 4 ans. La personne qui va prendre la place, qu'elle soit démocrate ou un autre républicain, mais est-ce que ça peut être même pire? Ça va être quoi le plan face à ça? Il faut ramener une façon là, d'aider nos entreprises. Puis vous allez voir, vous l'avez déjà vu sur les ondes de TVBL, Accès local, les gens compétents de notre ORPEX, Laurentide International, qui ont parlé d'Opération Prospérité Québec, Laurentide, mais c'est un volet qui va avoir lieu partout à travers le Québec, où on va trouver des façons d'ouvrir les marchés pour les entreprises qui exportaient massivement aux États-Unis. Donc, ça veut dire de préparer des plans d'affaires, puis on va assumer les coûts aussi. Les organismes de développement économique locaux vont assumer des coûts pour aider les entreprises à voir où les produits seraient en demande, comment on peut faire pour faire j'ai joint venture en tête, mais comment on peut faire pour se joindre ensemble et dire, bien là, on va essayer de percer ce marché-là. On va essayer de trouver d'autres solutions parce que, oui, le Vermont, c'est prêt, oui, l'État de New York, c'est prêt, puis c'est des gros marchés, mais d'ici 10 ans, c'est peut-être pas viable. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les solutions? Et il aurait fallu faire ça, il y a 10 ans. Mais le deuxième meilleur moment, c'est à partir de maintenant pour les 10 prochaines années. J'ai confiance que c'est une bonne chose qui arrive parce que ça va nous forcer à revoir différemment la manière qu'on va faire du commerce international. On évoquait ce matin, il a même fait des sondages sur le boycottage personnel que chacun veut faire. Est-ce que vous y croyez? Puis si oui, est-ce que vous le faites personnellement? Allez-vous le faire personnellement? Je ne parle pas seulement juste d'aller en Floride, c'est pas ça, il y a bien plus d'autres choses. Michel, on se connaît depuis qu'on était à la Chambre de commerce à Saint-Eustache. J'étais présidence du regroupement des gens d'affaires. Oui. On faisait déjà des campagnes d'achat local pour sensibiliser. On l'a fait ensemble. Oui. Je veux dire, les campagnes d'achat local, encourager votre voisin à côté de Il y a 13 ans même. Puis je suis une ancienne épicière indépendante Provigo. Oui. Je veux dire... Pour moi, c'est l'évidence. Quand tu achètes, tu votes. Tu votes. Je veux dire, OK, c'est comme, tu choisis où va ton argent. Ouais. Je veux dire, personnellement, je vais éviter d'encourager des entreprises qui ont leur maison mère aux États-Unis. Je suis vraiment quelqu'un. Puis les gens qui savent que j'ai 4 enfants, ils disent, bien voyons, pourquoi tu magasines pas là?
Est-ce que c'est eux autres qui vont t'aider quand tu as une équipe de baseball et que tu vas avoir de l'argent? C'est qui tu vas aller voir? Tu vas aller voir les entreprises avec... tu vas aller voir le marchand du coin pour qu'il t'achète une carte d'affaires dans ton programme. L'achat local, c'est dans les deux sens. Ils vont t'aider dans la communauté. Alors, cherchez pas, vous ne me verrez pas dans ces endroits-là. OK? Fait quand Savoura puis la tomate américaine... je suis quelqu'un là-dessus. L'histoire du vin californien, tu n'as pas besoin d'attendre que Trump soit là pour encourager tes vins locaux de Rivière-du-Chêne à Saint-Eustache. En plus. OK? Qui est un bon vin. Oui. Il ne faut pas que je fasse la promotion, mais quand même. Moi, je peux le dire. Mais c'est fascinant ou inquiétant à quel point ça prend des événements dramatiques comme ça pour que les gens prennent conscience de l'ampleur des gestes quotidiens qu'ils vont faire, de qui ils vont encourager, où ils vont mettre leur argent. Et là, ça arrive, puis là, c'est « Ah oui, c'est vrai, là, je m'en souviens ». Par contre, ce que je trouve inquiétant, c'est que là, il y a le consommateur, mais je pense aux entreprises, je pense aux épiciers, je pense au commerce de détail qui, eux, vont regarder leur commerce de commande puis de se dire « Ça y est, il y a un casse-tête, là. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour rester compétitif? Qui va continuer à vendre des produits puis être pas déloyal parce que c'est le marché? » Moi, je leur lève mon chapeau, ça va être toute une opération, là, de faire des choix stratégiques pour la viabilité de l'entreprise puis en même temps conscient avec ta conscience sociale et politique, ça va être toute une aventure. Oui, tout à fait. Ça va des choix déchirants. Ça va prendre du marketing puis de la promotion interne pour l'achat local, parce que ça va prendre ça du gouvernement. Là, le côté local, c'est bon. Les municipalités, il y a beaucoup de choses qui retombent sur le dos des municipalités, puis à un moment donné, comme on dit, ils peuvent faire beaucoup de choses, mais pas tant, là, c'est-à-dire ils ont leur créneau, mais la poche du consommateur parle aussi beaucoup. Et à la fin, quand on dit est-ce que ça va durer, un boycott, est-ce que les choix stratégiques vont durer, bien, moi, je me mets à la place des familles qui veulent bien arriver. 4 enfants, j'en ai 3 moi-même, là, ils sont grands. Heureusement, ça coûte pas moins cher. Non, mais c'est parce qu'ils arrivent tout ensemble. Là, ils ouvrent le frigo tout ensemble. C'est ça. Alors, continuer à faire des choix stratégiques et conscients comme quoi on veut acheter localement. Peut-être un peu plus cher, oui, jusqu'à un certain point, mais à la longue, on s'essouffle. C'est ça. Les consommateurs s'essoufflent d'avoir une certaine rigidité dans leur choix puis de le garder local. Alors, il faut aider ce monde-là, il faut aider tout le monde à se rafraîchir la mémoire puis donner des incitatifs quelque part peut-être aux entreprises pour avoir conservé une compétition adéquate. Là. Marie-André, 30 secondes. Bien, devant toute crise, il y a des opportunités. Donc, il va falloir que les gouvernements soutiennent ces opportunités-là qui nous permettent justement de créer des économies locales, d'investir dans de l'économie autonome de plus en plus. C'est quelque chose qu'on a positionné ou qu'on a parlé quand est arrivée la pandémie. C'est quelque chose qui arrive. C'est une deuxième crise qui arrive. Donc, on veut la même chose. Bien, merci beaucoup. Merci. Quel beau panel aujourd'hui.